Alors, Jean-Marc Sabatier, on va parler de votre livre que vous avez écrit en collaboration avec Hervé Pietra, Rawan Makié, Nadia Al-Bakar et Ziad Fajloun. Ce livre, c'est un livre sur le Oui, jeûne, intitulé Le jeûne, qu'en dit la science? Alors, bon, vous savez, chez les éditions Marco Pieter, on se soucie beaucoup de ce que pense l'Ordre des médecins sur les questions de santé alternative. Et donc on est allé voir sur le site du Conseil national de l'ordre pour savoir ce qu'il pense du jeûne. Et on y a trouvé un rapport dans lequel le jeûne est présenté, je cite, comme un comportement alimentaire extrême. Alors que pensez-vous de la position du Conseil national de l'ordre? Est-ce que c'est extrémiste le jeûne? ben, à mon sens, non, c'est pas extrémiste, parce qu'il y a, et bon, il y a beaucoup de bienfaits hein, aux jeunes. Hein. Bon, c'est une pratique qui est pas bien acceptée, enfin, qui est pas très répandue encore en France, notamment hein, en France. Hein. C'est une pratique qui est peu appréciée, disons, des autorités sanitaires. Et pourtant, le jeûne se pratique depuis des millénaires hein, à travers le monde. Et cette pratique, effectivement, est très bénéfique. Alors, pas pour tous, hein. Évidemment, il y a des cas où la pratique peut être dangereuse, hein. Par exemple, quand on a un diabète de type 1, quand on a des atteintes rénales sévères, atteintes hépatiques sévères, etc. Enfin bon, il y a certaines conditions où la pratique du jeûne n'est pas recommandée. Mais d'une manière générale, pour quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes ou des problèmes spécifiques, à ce moment-là, ça peut être très très bénéfique. Voilà. Euh, c'est le stress métabolique de l'organisme qui modifie complètement donc le métabolisme cellulaire, hein, notamment, et ça peut conduire à vraiment à la réparation de gros dégâts dans l'organisme. Ça a été établi de longue date. Donc selon vous, en soi, le jeûne n'est pas extrémiste, c'est quelque chose, une façon de se soigner ou de prévenir des maladies comme une autre. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, c'est pas, selon moi, c'est pas extrémiste, mais il faut que ce soit bien encadré quand même par D'accord. un médecin. Il faut que ce soit suivi parce que il faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a une descente alimentaire avant la période de jeûne. Après, la reprise du jeûne doit être aussi encadrée parce que justement la remontée alimentaire peut être délicate hein, dans certains cas. Notamment, il peut y avoir une production importante de polyamines et il a été montré que ces polyamines pouvaient être associées avec des cancers. Hein. Donc ça a été montré assez récemment. Mais disons que d'une manière générale, la pratique du jeûne est très bénéfique à tous les niveaux. Hein. On est aussi allé voir du côté de l'INSERM, euh, Oui, qui dit, je cite encore, qu'il n'existe pas d'études scientifiques suffisamment nombreuses et rigoureuses permettant de conclure quant à son efficacité thérapeutique ou préventive. Alors vous, dans votre livre, qui est un livre synthétique qui fait 120 pages, vous citez tout de même près de 200 études. Alors est-ce que ce sont de oui. vraies études scientifiques parues dans de vraies revues scientifiques ou bien est-ce que ce sont des papiers de je ne sais quel gourou du jeune sans aucune qualification médicale? Non, non, ce sont des revues scientifiques. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de données scientifiques sur le jeûne, mais il y en a suffisamment pour pouvoir dire que c'est très bénéfique. Hein. Bon, avec le stress métabolique, donc il y a un certain nombre d'événements euh, qui sont lancés donc par le jeûne. Notamment, on a identifié les voies justement qui sont associées à la pratique de jeûne, hein, des voies métaboliques. On sait par exemple que quand on fait un jeûne d'au moins 72 heures, hein, on lance un processus d'autophagie. En fait, ce processus d'autophagie, il est lancé au bout de 16 heures, mais il est à son maximum au bout de 72 heures de jeûne. Et on sait exactement ce qui arrive au niveau métabolique. Hein. C'est-à-dire que on sait par exemple qu'il y a une MP, AMPK, donc c'est l'adénosine monophosphate activated kinase, qui est un senseur en fait de l'AMP. Quand il voit qu'il y a une concentration d'AMP qui est élevée, hein, de l'adénosine monophosphate, ça veut dire que beaucoup d'énergie
chimique a été utilisée, ça veut dire que l'ATP a été utilisé. Et à partir de là, on sait qu'elle va phosphoryler, par exemple, deux enzymes. Et ces deux enzymes vont inhiber des voies qui ont été établies, hein. Il y a une voie qui s'appelle il y a une voie qui s'appelle mTOR, hein, et puis une voie qui s'appelle IGF-1. Alors la voie mTOR, c'est une voie métabolique qui est très importante parce que mTOR contrôle tout ce qui se passe dans la cellule. Ça contrôle la croissance cellulaire, la survie cellulaire, la traduction des ARN messagers, la synthèse des protéines, hein. Ça traduit tout ce qui se passe dans la cellule, ça contrôle vraiment tout ce qui touche à la cellule. Et puis, il y a la voie IGF-1. En fait, l'IGF-1, c'est une hormone qui est produite sous l'action justement de l'hormone de croissance. Et il y a la voie IGF-1, hein. On l'appelle IGF-1 parce que c'est insuline-like factor, hein, growth factor. Donc, c'est une hormone qui ressemble à l'insuline. Et on sait donc que cette voie IGF-1 est inhibée. Et tout ce processus lance le mécanisme d'autophagie, qui est un mécanisme de réparation cellulaire. Donc, lors de l'autophagie, il y a vraiment une réparation de la cellule, hein, complète. Par exemple, on sait qu'il y a des protéines de choc thermique qui sont produites, donc les HSP, hein, heat shock protéines, donc de différentes masses molaires. On sait qu'il y a, par exemple, des heat shock protéines de 10 kilodalton, donc les HSP10. Il y en a toute une famille entre 20 et 30 kilodalton, dont la plus connue est l'HSP27. Après, il y en a 30 kilodalton avec HSP30, il y a la HSP40, il n'y a pas la HSP50, mais il y a la HSP60. HSP70, il n'y a pas la 80, mais il y a la 90 et il y a la 100. Donc il y a toute une famille de molécules qui sont là, en fait, pour réparer ce qui a été endommagé. Donc notamment, ce sont des molécules qui vont restructurer dans l'espace des molécules, des protéines, par exemple, qui sont devenues dysfonctionnelles, qui ne marchent pas parce qu'elles n'ont pas la bonne conformation. Donc ce sont des protéines chaperones, en fait, qui vont permettre aux molécules d'acquérir une bonne structure tridimensionnelle. Et les molécules qui sont trop endommagées à ce moment-là, sont sélectionnés par un système qui s'appelle l'ubiquitine, qui est une toute petite protéine de 8 kilodalton et qui va les envoyer donc à la dégradation. Et à partir donc des acides aminés qui ont été relargués, en fait, il y a de nouvelles protéines qui sont fabriquées. Et on sait aussi que c'est lors de ce mécanisme d'autophagie, on sait qu'il y a vraiment tout un phénomène très important, hein, lors de cette autophagie. Il y a notamment un effet mitophage, c'est-à-dire une dégradation des mitochondries qui sont dysfonctionnelles. Il y a une dégradation en fait de tous les organites intracellulaires qui sont dysfonctionnels pour refabriquer justement des organites qui sont bien fonctionnels. Notamment, ça détruit évidemment les organites qui sont sénescents, hein, qui sont trop vieux. On sait aussi que ça agit sur la production en fait des récepteurs notamment aux hormones stéroïdes, hein, puisque le système rénine-angiotensine qui est affecté en fait contrôle la synthèse donc de ces hormones stéroïdes, hein, donc les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les hormones sexuelles. Et on sait donc que l'autophagie régule tout ça. Ça régule vraiment la balance hormonale, notamment donc ça fait évidemment chuter une hormone qui s'appelle la gréline et ça augmente une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété, alors que l'autre est l'hormone de la faim. Donc il y a une modification de la balance hormonale, il y a ce mécanisme d'autophagie qui est lancé. Il y a aussi une diminution du stress oxydant qui va être très bénéfique au fonctionnement des mitochondries. Et les mitochondries, ce sont en fait des organites qui sont très importants pour la cellule parce que ce sont ceux qui nous fournissent justement l'ATP, qui nous fabriquent l'énergie chimique et l'adénosine triphosphate. Donc ça diminue le stress oxydatif, hein. Donc ça c'est une répercussion du jeûne qui est très bénéfique. Ça diminue aussi l'inflammation. Ça augmente aussi la production des corps cétoniques, c'est-à-dire que ça change le métabolisme d'un métabolisme de dégradation du glucose vers un métabolisme de dégradation des lipides, hein, de bêta-oxydation des lipides, notamment des acides gras. Et ça forme donc des corps cétoniques qui vont être très bénéfiques, hein, notamment pour le système cardiovasculaire. Alors, les corps cétoniques, ils vont être produits donc au niveau des mitochondries hépatiques,
hein. Et suite donc à la dégradation généralement c'est des acides gras, enfin des lipides, hein, d'une lipolyse, et aussi à partir de la dégradation d'acides aminés cétogènes, parce qu'il y a certains acides aminés qui sont normalement constitutifs des protéines, qui peuvent être dégradés pour former des corps cétoniques. Alors, par exemple, il y a la thréonine, qui est un acide aminé alcool. Il y a la leucine, qui est un acide aminé aliphatique. Vous avez aussi la phénylalanine, la tyrosine, qui sont deux acides aminés aromatiques. Donc, eux peuvent être dégradés, former de l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, à son tour, peut donner des corps cétoniques. Donc, les corps cétoniques, les trois principaux, ça va être l'acétone, ça va être l'acétylacétate et le bêta-D hydroxybutyrate. Et ces trois substances sont à la fois donc hydrophiles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, en milieu aqueux, et elles sont à la fois lipophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment aussi les graisses. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir diffuser dans les tissus humains et dans le sang sans problème et franchir notamment des membranes plasmiques. Et en fait, ces corps cétoniques vont être récupérés par les cellules cibles qui vont refabriquer à partir de ces corps cétoniques justement de l'acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA va partir dans le cycle de Krebs et après dans la chaîne respiratoire justement pour produire de l'ATP. Donc il y a vraiment une reprogrammation complète de l'organisme hein, avec un jeune. Hein, donc il y a des répercussions terribles. Hein. Donc, pour résumer, il y a le lancement du processus d'autophagie qui est donc très bénéfique au niveau de la cellule. Il y a une balance hormonale qui est modifiée, donc ça modifie la balance des hormones. Ça change la dynamique mitochondriale parce que ça diminue l'inflammation, le stress oxydant qui est délétère pour les mitochondries. Donc, ça les fait mieux fonctionner. Et donc, c'est essentiel parce que c'est elles qui nous fournissent l'énergie. Et puis, ça modifie donc le métabolisme d'un métabolisme de dégradation du glucose, justement, à la lipolyse, hein, la dégradation des acides gras. Alors, juste pour terminer, à ça, il y a des tas de choses qui accompagnent ces phénomènes. Il y a notamment au niveau du cerveau, ça va être extrêmement bénéfique pour le fonctionnement du cerveau, le jeûne. C'est assez incroyable. Notamment, ça va nous faire produire une molécule qui s'appelle BDNF, qui est une molécule, c'est un facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Et ce BDNF est très bénéfique, notamment, il favorise la communication entre les synapses. Ça favorise l'influx nerveux, ça répare les dommages au niveau des cellules nerveuses, hein. Donc ça répare en fait les cellules nerveuses. On sait que ça a vraiment des tas d'actions très très bénéfiques au niveau du cerveau. Donc ça améliore la cognition, ça améliore la mémorisation, ça active des zones qui sont capables de faire de la neurogénèse, hein, c'est-à-dire de la production en fait de cellules nerveuses, hein, ce qui est assez rare dans le cerveau, notamment par exemple au niveau de l'hippocampe, hein, parce qu'il y a certaines zones qui font de la neurogénèse, hein. Donc voilà, c'est vraiment un effet assez extraordinaire. Alors, il a été montré que lorsqu'on jeûne, et ça a été montré scientifiquement, et justement dans une très très bonne revue, hein, c'était publié en mars 2020, 2024, dans une grande revue, 2024 ou peut-être 2023, non, c'est 2024, il me semble, dans Nature. C'est donc la meilleure revue au monde. Et il a été montré que lorsqu'on jeûne, euh, il y a à peu près 3000 protéines qui ont été ciblées hein, par protéomique. Et il montre qu'il y a au moins 1000 protéines qui sont modifiées lors du jeûne, dont l'expression est modifiée. Ça veut dire que ça affecte en fait pratiquement un tiers des protéines qui ont été étudiées. Donc c'est très important. Et ils ont montré notamment que au niveau du tissu nerveux, vous savez, parmi les protéines du tissu conjonctif, généralement, vous avez le collagène, vous avez la laminine, vous avez la fibronectine, la vitronectine, voilà. Et ils ont montré qu'il y avait vraiment une très très forte expression d'une protéine de la matrice extracellulaire qui est assez étonnante, qui s'appelle la ténacine R, qu'on retrouve dans le cerveau. Donc il y a vraiment un changement au niveau du cerveau, un métabolisme qui est très favorable. Donc l'expérience montre que c'est très favorable. Hmm. Ouais, écoutez Jean-Marc, je crois que là vous venez de mettre un uppercut scientifique à tous les détracteurs du jeûne. Oui, on peut dire Oui. apparemment que c'est un petit peu scientifique quand même. Mais le Oui. jeûne va Alors, quand même... en gros, bon, si vous voulez.
dans les grandes lignes, ce que ça fait, dans les grandes lignes, ça fait chuter la tension artérielle. Donc, pour les hypertendus, c'est très bien parce que ça régule la tension artérielle. En diminuant la tension artérielle, ça diminue l'inflammation. Par exemple, au niveau du cerveau, les cellules qui font office de cellules du système immunitaire au niveau du cerveau, c'est les cellules microgliales, hein. En fait, dans le cerveau, vous avez les neurones, vous avez les oligodendrocytes, vous avez les astrocytes et les cellules microgliales. Et les cellules microgliales, elles servent de cellules du système immunitaire au niveau du cerveau. Et ben, quand elles sont activées sous forme M1, elles relarguent des cytokines pro-inflammatoires, hein. Par exemple, l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, l'interféron gamma, le TNF-alpha, etc. Et ben, lorsque vous faites le jeûne, il y a une inhibition de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires à partir des cellules microgliales. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire, hein. Donc, c'est pas qu'au niveau du cerveau, donc partout, ça a un effet anti-inflammatoire. Ça régule aussi les lipides. Ça augmente aussi la sensibilité au glucose, la sensibilité à l'insuline, hein. Donc, pour les personnes qui sont dans un état prédiabétique ou qui sont diabétiques avec un diabète de type 2, hein, qui est le diabète correspondant à l'intolérance au glucose, hein, parce que le diabète de type 1, c'est auto-immun, ben, c'est très bénéfique, hein, parce que ça augmente cette sensibilité donc, à l'insuline, hein. Donc, ça répare justement un peu les problèmes au niveau du métabolisme. Ça, bon, donc ça diminue l'inflammation et puis ça fait sécréter toutes ces molécules d'intérêt comme les heat shock protéines, donc les protéines de choc thermique, et et puis également le BDNF, quoi. Ça régule vraiment beaucoup de choses. Ça répare aussi les dommages intestinaux, hein. Donc c'est très favorable. Ça restaure le microbiote aussi, le microbiote intestinal. Donc vous voyez, il y a plein d'effets bénéfiques. Voilà. Mais le jeûne va quand même à l'encontre de tout ce qu'on nous dit depuis tout petit. Par exemple, quand on est malade, on nous dit bah, mange, tu vas prendre des forces. Et puis de manière générale, on a toujours tendance à chercher une solution santé extérieure à nous. C'est-à-dire, on va prendre bah, un médicament, on va prendre un super aliment, on va appliquer une pommade. Finalement, quand on étudie le jeûne, on s'aperçoit que notre corps a sa propre intelligence. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Bah, à l'époque, il n'y avait pas trop de médicaments, hein, donc c'était surtout la nourriture, les plantes, voilà, hein, les phytothérapies, etc. Bon, il y a des tas de molécules actives, hein, justement, dans les plantes. Donc, dans la descente alimentaire, hein, avant de commencer le jeûne, parce que ça doit suivre vraiment un protocole assez strict, hein. Par exemple, si on fait un jeûne de 5 jours, 5 jours avant, il faut faire une descente alimentaire, par exemple en évitant bah, le glucose, en évitant tout ce qui est excitant, donc piment, bah, tous les éléments un peu excitants. Après, faut éviter les légumineuses, les céréales. Après, c'est les protéines animales. Après, les protéines végétales. Après, il faut limiter les fruits pour finir qu'avec bah, des brocolis, etc. Enfin bon, tout ce qui est légumes qui vont être très bénéfiques. Et pour la reprise alimentaire, c'est pareil. C'est-à-dire au niveau de la quantité et de la qualité des aliments qu'on mange, ben, ça doit être contrôlé. C'est pour ça que un jeûne doit être quand même suivi par des professionnels du jeûne, Bien sûr, notamment bien sûr. par des médecins. Parce que ça peut être, c'est pas recommandé à tout le monde, hein, le jeûne. Mais par contre, c'est très bénéfique et ça a montré que c'est très bénéfique, notamment pour des personnes qui ont un Covid long, hein. Donc, moi, j'ai eu des retours de personnes qui ont un Covid long, qui ont fait des jeûnes, et le jeûne a été très, très efficace. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas que le jeûne soit trop long. Parce que quand il est trop long, il devient délétère. Il devient délétère parce que, par exemple, au niveau du mécanisme d'autophagie, au début, le corps va réparer ce qui est dysfonctionnel. Mais si le jeûne dure trop longtemps, c'est-à-dire si le mécanisme d'autophagie est trop stimulé, il y a un moment où il y a une bascule et il se met à s'attaquer à des protéines qui sont fonctionnelles, à des organites qui sont fonctionnels aussi. Donc ça se met à dégrader des choses qui ne devraient pas dégrader. Et là, ça devient délétère. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention aux jeunes. Moi, je dirais que l'idéal, c'est les jeunes de au moins 3 jours,
jusqu'à à peu près 7 jours, ou en tout cas, il ne faut pas aller bien au-delà, enfin, d'après les mécanismes que moi je vois. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que disons que le jeûne est initié par le système rénin-angiotensin, hein. C'est vraiment le système rénin-angiotensin qui lance le jeûne. Ça, c'est prouvé. Et d'ailleurs, quand on utilise un antagoniste d'un récepteur clé du système rénin-angiotensin qui s'appelle AT1R, quand on utilise donc des sartans, hein, qui sont des antagonistes du récepteur AT1R, c'est-à-dire des bloqueurs du récepteur AT1R, donc qui régulent justement le SRA, à ce moment-là, on bloque le processus d'autophagie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus d'autophagie, à mon sens, est piloté par un autre récepteur qui s'appelle l'AT2R, qui est un récepteur aussi qui fait partie du système rénin-angiotensin. Donc, tout, tout ce qui se passe au niveau de l'organisme humain, lorsqu'on fait un jeûne, est contrôlé par le système rénin-angiotensin. Voilà. Mais j'ai une question, on aurait peut-être dû la poser d'ailleurs en préambule. Quand on parle de jeûne, là, on parle de jeûne sec ou de jeûne à l'eau, ou les deux? Vous faites Alors, une alors, différence fondamentale entre les deux? Alors, ça peut être les deux. Disons que le jeûne, moi personnellement, je préfère le jeûne à l'eau. Le jeûne à l'eau est moins dur que le jeûne sec, mais c'est sûr que les changements métaboliques semblent plus forts si c'est un jeûne sec, hein, parce qu'évidemment, c'est des conditions encore plus stringentes et donc, quelque part, c'est pas étonnant que les mécanismes démarrent plus rapidement, quoi, hein, en absence. En absence d'eau. Alors après, il y a le jeûne intermittent, hein. Il y a le jeûne intermittent, par exemple, le jeûne intermittent 18-6, donc pendant 18 heures, vous mangez rien, et pendant les 6 heures qui restent, plutôt les 8 heures qui restent, vous pouvez manger. Ça dépend un petit peu des personnes. Mais disons que le jeûne intermittent, c'est plus une mise au repos du système digestif pendant un certain temps qui est très bénéfique aussi, hein, parce que ça permet de réparer le microbiote et puis tous les éléments de l'épithélium intestinal, hein. Ça permet de fabriquer un petit peu de la paroi intestinale et puis de réguler un peu les dysbioses qui sont souvent associées justement au dérèglement du SRA, hein, du système rénin-angiotensin, donc c'est bénéfique. Mais c'est plus une mise au repos en fait du système digestif qui permet à l'organisme de se focaliser sur d'autres choses à réparer éventuellement, quoi. Disons qu'un jeûne régulier, à mon avis, serait très bon pour l'organisme humain, hein. Ça pourrait prévenir justement de tas de pathologies, hein, que ce soit des pathologies neurodégénératives, cardiovasculaires, gastro-intestinales, de l'auto-immunité aussi, et même des cancers, hein, parce que ça permet d'éliminer des cellules cancéreuses, hein. Alors il faut faire attention dans certains cas, hein, c'est-à-dire que quand il y a des atteintes, comme je disais, hein, rénales et ou hépatiques sévères, à ce moment-là, il faut faire très attention et dans certains cas, ce ne sera vraiment pas recommandé de faire un jeûne. Surtout le diabète de type 1, le diabète auto-immun, celui-là, faut éviter, hein, parce que ça induit une acidose et ça peut même conduire à des formes mortelles, hein. Donc, il y a certains cas où il faut faire vraiment attention. Voilà. J'ai une autre réflexion qui me vient. Là, on est mi-janvier, et ben, comme chaque année à cette période de l'année, les gens font la queue chez leur médecin. Oui. Est-ce que vous feriez pas un lien entre les excès de table des fêtes de Noël et ce pic de maladie, ou est-ce que c'est simplement les virus qui se passeraient le mot et qui se diraient tous à partir du 2 janvier, allez les gars, on sort, on va infecter la population? Est-ce que Oui, le trop un petit peu. manger, Ouais. Oui, le trop manger n'est pas bon, hein, aussi, hein. Oui, oui, ça c'est clair, hein. D'ailleurs, il y a énormément de Covid long qui font des crashs, hein, c'est-à-dire des rechutes après les fêtes, hein. En janvier, c'est très très fréquent, hein, dans les associations de Covid long. Ils le savent bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a des tas de crashs. Alors c'est dû essentiellement à l'alimentation, parce que très souvent, pendant les fêtes, on mange des gâteaux, des sucreries, et ça fait des crashs parce que justement, les Covid longs ne doivent pas prendre de glucose, ils doivent éviter à tout prix le glucose. Donc ça doit être remplacé par un substitut, ça peut être de l'érythritol, ça peut être du stevia, ça peut être du xylitol, ça peut être du déribose, enfin, ça doit être un substitut, généralement c'est des polyols, du glucose, parce que le glucose pose des problèmes, justement parce que le dérèglement du SRA
qu'ont les personnes qui ont un Covid long, hein, justement, avec la suractivation d'AT1R, ça nous met dans un état de prédiabète, c'est-à-dire ça nous donne une certaine insensibilité voilà, à l'insuline, hein, qui est produite donc c'est une hormone pancréatique, hein. Et donc, il y a des tas de pathologies prédiabétiques, des neuropathies prédiabétiques qui sont lancées par un dysfonctionnement du système rénine-angiotensin. Et puis aussi, ben, en buvant, par exemple, du champagne, etc. Enfin, bon, et puis la nourriture peut être très riche en histamine, généralement, qui fait faire aussi des rechutes, hein, parce que l'histamine, ça peut être très, très délétère, hein. L'histamine, c'est une substance donc, qui est relarguée par les mastocytes, hein. Les mastocytes, ce sont des cellules de l'immunité innée, hein. Dans l'immunité innée, vous avez les monocytes, les cellules dendritiques, vous avez les macrophages, vous avez tous les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, vous avez les mastocytes et les cellules NK. Et donc, vous avez justement ces mastocytes qui peuvent relarguer de l'histamine. Et l'histamine est très gênante parce qu'elle est inflammatoire. Elle provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Elle provoque aussi une porosité des vaisseaux sanguins. Elle est capable d'activer ou d'inhiber différentes voies au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Elle provoque des décharges gastriques avec des relargages d'acide d'acide et de mucus. Et puis, elle fait une constriction aussi des bronches, hein, bon, qui peuvent entraîner des difficultés respiratoires. Donc, l'histamine, c'est pas bon non plus, hein. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont un Covid long prennent des antihistaminiques, soit H1, soit H2, ou H3, ou H4. Généralement, c'est des H1. Voilà, parce que Alors, le récepteur à l'histamine de type H1 se retrouve un petit peu partout au niveau des bronches, des intestins, aussi au niveau de toutes les fibres nerveuses et puis des cellules immuno-inflammatoires. hmm. Est-ce que le jeûne serait pas intéressant après une chute, une opération, pour accélérer je sais pas, hein, la réparation des tissus, la récupération du corps après un choc, quoi, physique, après une opération, par exemple? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Même pour des gens, par exemple, qui ont un cancer, qui vont prendre une radiothérapie, il est recommandé justement de faire un jeûne avant, hein, pour limiter les dégâts de la radiothérapie. Enfin, il y a énormément de bénéfices quand même au jeûne, D'accord. y Euh, compris, oui, pour la réparation, justement, la réparation qui va être facilitée avec le stress métabolique du jeûne. Donc, qui va favoriser la réparation tissulaire et la réparation aussi des os, des fractures. d'accord. Oui. Alors, pour Ça finir sur exacerbe les mécanismes de réparation en fait cellulaire et puis donc au niveau des tissus et des différents organes du corps humain. Il y a vraiment une période où le jeûne est très très favorable. C'est vraiment entre 3 et 7 jours et puis il peut être plus long, hein, ça peut être 10 jours, etc. Mais quand c'est trop long, à mon avis, c'est délétère par rapport au mécanisme d'action, hein, qu'on peut voir. J'ai une dernière question qui est pas du tout sur le jeûne, mais c'est une petite question d'actualité. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'élection de Trump aux États-Unis et particulièrement de la présence de Kennedy dans son équipe, puisqu'il va dans une semaine très vraisemblablement le nommer à la tête du département de la santé américain. Est-ce que vous pensez que c'est une Oui, bonne nouvelle pour la santé des Américains, voire même pour le monde? oui, oui, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je fais partie du groupe Telegram où il est, hein, depuis 2, 3 ans, hein, 3 ans même. Donc, je pense que c'est une très bonne chose parce que bien qu'il soit avocat, c'est quelqu'un qui a bien conscience des problèmes de santé, de la malbouffe en fait, et puis aussi des effets délétères de certains vaccins ARN messagers, des vaccins auto-amplifiants, transamplifiants, etc., tout ce qui est en développement. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il est clair qu'à l'horizon 2030, hein, il est prévu euh, normalement de changer les 500 vaccins par des vaccins ARN messagers, hein, dont 120 en médecine vétérinaire, hein, ce qui est vraiment de la pure folie, parce que les vaccins ARN messagers ne sont pas du tout au point. Ils sont pas du tout au point, et même
On dit que ceux qui sont contre les vaccins ARN messagers sont des anti-sciences, etc. Ben, c'est le contraire. C'est-à-dire que si on regarde justement toutes les publications scientifiques sur les ARN messagers, notamment utilisés comme vaccin, on voit que justement, ils n'auraient jamais dû être utilisés comme vaccin. Donc je pense que c'est une très bonne chose, voilà, qui soit nommé, hein, parce que c'est indispensable de revenir ben, aux choses un peu normales, parce que là, on partait quand même vraiment dans une très très mauvaise direction, hein, notamment pour toutes les approches vaccinales et puis pour la malnutrition aussi, hein. C'est clair. La malbouffe et plus oui, la nutrition, donc je pense que c'est une très très bonne chose. Alors, je dois préciser au passage que bon, Trump a nommé Kennedy, mais par rapport aux histoires de, de, de Covid et Trump, en décembre 2017, il avait quand même rétabli la possibilité de faire des études de gain de fonction sur les microbes, notamment le SARS-CoV-2, hein. Euh, En 2014, il y avait Obama donc, qui avait interdit les gains de fonction sur les microbes. Et lui, il l'a rétabli donc, quand il a été réélu en 2017. Donc, il a rétabli les gains de fonction. Et après, donc, on sait qu'il y a eu le programme Diffuse, hein, qui a été le programme justement avec le SARS-CoV-2. Après, il y a eu Warp Speed avec les vaccins, notamment les vaccins ARN messagers. Et voilà. Donc, je pense que c'est une très, très bonne chose qu'il soit élu. Hmm. Et merci beaucoup En tout cas, d'avoir que répondu. Oui. plutôt que Kennedy soit nommé. Voilà. Oui, À pour le reste, oui. surveiller et à suivre alors, si je comprends Oui, bien. oui, oui.